Bonjour à tous. Mardi, en tout cas, c'est le deuxième jour de la semaine avec la presse disponible en kiosque ce matin. Vous aurez l'occasion de parcourir les tabloïds. Nos invités sont déjà sur ce plateau pour commenter, analyser, même décrypter l'actualité telle que traitée par la presse. La nouvelle expression parle de crise anglophone. Un humanitaire assassiné, c'est le grand titre du journal. Le journal explique après les 5 fonctionnaires enlevés le 7 juillet 2020 et dont on est toujours sans nouvelles. C'est le tour de cet employé de Médecins sans frontières, malheureusement assassiné le lendemain même de son kidnapping, au moment où des espoirs de sortie de crise pointent donc à l'horizon. C'est ce qu'on peut découvrir dans le journal. La nouvelle expression disponible en kiosque ce matin. Le journal s'intéresse également à autre actualité, parlant notamment de l'entrée à l'école normale supérieure. Les enseignants se déchaînent. Ils sont contre le nombre de places revues à la baisse concernant justement les concours d'entrée dans les différentes écoles au titre de l'année académique 2020-2021. On lit en page 4 tout cela, et dans le Mungo aussi, le ciel est plein de nuages entre Paul Riking et le préfet de ce département. Vous aurez l'occasion de lire également en page 3 ce que le journal propose. Le journal s'intéresse également à l'actualité parlant du traitement du Covid-19. Une solution à Bamenda. Les hôpitaux catholiques du Nord-Ouest adoptent bien entendu le produit d'un technicien de la pharmacopée traditionnelle. En page 11, le journal nous apprend que 400 personnes ont déjà trouvé la guérison à la suite notamment de la consommation de ces décoctions, en tout cas ces produits qui aujourd'hui, ce produit qui permet aux patients de retrouver la santé. C'est à lire dans le journal disponible en kiosque ce matin également. Un autre journal que vous aurez à lire, et toujours après la nouvelle expression qui s'intéresse au Covid, il y a bien d'autres tabloïds qui s'intéressent également à l'actualité, notamment le journal Mutation qui est en kiosque ce matin. Le journal a d'autres informations que je vous invite à lire, tout comme aussi des informations que vous aurez à lire dans le quotidien Le Messager. Mais Mutation s'intéresse beaucoup plus à la facturation de l'électricité, court-circuit, à l'arbitraire, c'est le titre proposé par le journal. Et donc, on parle bien entendu des plaintes des consommateurs et des explications même des NEO à la suite du dossier proposé par le journal. Le journal s'intéresse également à l'épidémie de choléra. Kribi compte déjà ses morts. C'est le journal qui nous l'apprend également ce matin. Et d'autres informations à lire dans le tabloïd disponible en kiosque aussi. L'essentiel Cameroun s'intéresse à NEO, abus de facture. C'est le titre proposé par le journal pour dire comment le ministre de l'eau et de l'énergie vient donc de sommer Eneo pour avoir proposer des factures à tête chercheuse, notamment à certains consommateurs. C'est là l'autre version du journal proposé ce matin. Et l'essentiel Cameroun qui a proposé tout un dossier que je vous invite à lire également, avec d'autres faits, parlant du barrage de Menvele, avec aussi la production qui passe donc de 60 à 90 mégawatts. Autant d'informations à lire dans le journal ce matin. Tribune d'Afrique s'intéresse également au barrage hydroélectrique de Menvele. Et DC fait donc monter la pression. Le ministre a fait une descente sur le terrain, rencontré quelques acteurs et aussi booster le moral des travailleurs. Autant d'informations à découvrir dans le journal ce matin également. Donc je vous invite à lire le dossier. Le journal parle également du transport aérien avec l'exemple qui vient donc des ADC. C'est à lire dans le numéro en page 6 précisément. Émergence parle du coronavirus au Cameroun. Le gouvernement dépassé par le relâchement des mesures barrières. Il y a notamment des Camerounais qui ne veulent plus porter le masque, encore moins se laver les mains à de l'eau coulante et au savon et surtout utiliser le gel hydroalcoolique. Autant d'informations, autant de constats faits par le reporter de ce journal Émergence sur le terrain et le Premier ministre qui est donc revenu à la charge en rappelant à tout un chacun que ce sont bien sûr des mesures qui ont été dictées par le gouvernement et qui reste ferme dans le port du masque est obligatoire en milieu public. C'est ce que le journal propose également ce matin. Le journal également parle aussi de pensions retraite avec ce que coûtent désormais les pensionnés à l'État. C'est à lire dans le journal Émergence. Le quotidien l'économie parle notamment de relance économique ce matin. L'État mise donc sur l'agriculture et l'industrialisation. C'est ce qui ressort justement de cette rencontre qui a eu lieu à Yaoundé. Une circulaire relative aussi à la préparation même du budget de l'État pour l'exercice 2021, signé donc le 10 juillet 2020 par le président de la République. C'est ce qu'on découvre également dans le journal L'économie qui est en kiosque. Le quotidien Le Jour parle de sécurité, golfe de Guinée. Le BIR rassure
comment le bataillon d'intervention rapide donc a changé la donne. Aujourd'hui, l'assurance, en tout cas, il y a plein de joie entre les populations et bien entendu ce corps d'élite. Donc il y a l'assurance à cause notamment de cette sécurité qui est donc rassurée ou qui est menée également au golfe du Guinée. C'est à lire dans le dossier proposé par le quotidien Le Jour de ce matin qui s'intéresse aussi à autres faits. Donc je vous invite à lire. Et on parle également de Cameroun Tribune qui parle des dérives dans les médias et sur les réseaux sociaux. Le gouvernement dit stop. C'est un dossier que je vous invite à lire dans le journal Cameroun Tribune. Ce matin, le journal a d'autres informations. Le Messager pour sa part parle d'alliance RDPC, UNDP. On parle de marché de dupes depuis 23 ans. Pourquoi avoir laissé tout ce temps? Le journal est revenu et nous propose justement les raisons pour lesquelles tout cela est révélé au grand jour aujourd'hui. C'est à découvrir dans le dossier. Et le journal s'intéresse aussi à autre chose, parlant du taux de couverture sociale. Grégoire Ouona expose donc sur l'esprit billard. C'est à lire dans le journal en page 10 du quotidien Le Messager. Et on va terminer avec Repère qui est en kiosque ce matin, qui parle du non-respect des mesures barrières. L'indignation même du Premier ministre à lire dans le dossier proposé par le journal. Et voilà du moins ce que la presse parue à Douala nous propose ce matin, ce que nous avons reçu à notre rédaction. Donald Brice Kamran, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien, bonjour à Camille, bonjour à nos téléspectateurs. Je dis bonjour ce matin aux populations de Yokadouma, dans la région de l'Est. Oui, c'est à près de 1000 km d'ici. Bonjour Camille Nelly. Flavien Valondogo, bonjour. Bonjour Donald Priest, bonjour des spectateurs d'Equinox Télévision. Merci d'être là ce matin. Avec vous, nous allons parcourir quelques sujets proposés par la presse, notamment mutation qui parle de facture d'électricité ce matin, court-circuit à l'arbitraire, c'est le titre proposé par le journal. Oui, l'entreprise Eneo a procédé depuis quelques mois à ce qu'on appelle la relève prévisionnelle basée sur les estimations. Alors, cela a entraîné une flambée sur les prix de l'électricité et suscité de nombreuses plaintes dans le corps des consommateurs. Vous avez pu voir à travers les réseaux sociaux qu'il y a beaucoup de dénonciations avec des vidéos qui circulent, des empoignades entre des consommateurs et des agents releveurs sur le terrain. La tension est montée et dans ces entrefaits-là, le régulateur, qui est l'agence de régulation du secteur de l'électricité, l'ARCEN en l'occurrence, a fait une sortie pour dire que Eneo devait mettre fin à ce modèle d'estimation-là. Dans ces entretiens également, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundu-Essomba, a adressé en fin de semaine une correspondance aux responsables d'Eneo pour leur demander évidemment de mettre entre parenthèses ce modèle qui suscite tant de désaccords et de désapprobation. Il se trouve que hier, Eneo a fait également une communication indiquant que MF1 passe de l'estimation prévisionnelle basée sur l'estimation à la relève systématique dans les agences où ce modèle controversé s'entend était appliqué. Toute cette polémique intervient dans un contexte où le Cameroun a quand même un déficit énergétique important, a pu évaluer à plusieurs milliers de mégawatts qui doivent être comblés. Et l'ensemble de ces difficultés au plan de la production énergétique ne font pas que le consommateur final soit servi comme il le faut. D'accord. Alors, ce n'est pas seulement Mutation qui est revenu ce matin sur la question, qui parle des court-circuits à l'arbitraire. Il y a le journal L'Essentiel Cameroun qui parle des néo, abus de facture. Et aussi, on voit bien dans le journal Tribune d'Afrique ce matin, EDC fait monter la pression. Mais vous savez, au moment où le Covid est en train de faire des ravages dans les ménages et dans les poches des gens, au moment où l'économie elle-même elle est en berne, Eneo décide d'adopter un nouveau mode de prélèvement, c'est-à-dire qu'on prélève ça comme ça dans l'esprit, une sorte de construction de l'esprit, où on dit que bon, vous avez l'habitude de consommer tant, bon, ce mois-ci vous avez consommé tant. Bien évidemment, entre cette évaluation virtuelle et la réalité du terrain, beaucoup de Camerounais, la majorité des Camerounais a constaté qu'il y avait un gap extraordinaire. Il y avait des réclamations tous les jours et les gens ne comprenaient pas trop comment. Et nous, on n'envoie plus les releveurs sur le terrain. Et maintenant, on estime qu'on peut estimer comme ça, dans l'esprit, à peu près ce que vous avez consommé. Il fallait bien s'attendre à ce qu'il y ait un clash. Et le clash a fait qu'aujourd'hui, Eneo a été obligé de faire du rétropédalage et de revenir à l'ancienne, mais on ne comprend pas trop parfois comment ce genre d'initiatives peuvent prospérer dans la mesure où la consommation d'électricité peut monter
augmenter ou baisser d'un mois à l'autre. Vous savez très bien qu'il y a des moments où les gens qui avaient peut-être des congélateurs et des téléviseurs, tous ces appareils tombent en panne et la consommation ne peut que baisser. Ou même parfois des gens qui ne sont même pas là, qui ont voyagé, qui ont fermé leur maison. Alors vous avez fermé votre maison, vous revenez, vous trouvez qu'on a évalué que vous êtes parti de votre maison pendant un mois, vous trouvez qu'on vous a balancé une facture équivalente à ce que vous avez l'habitude de consommer. Évidemment, ça ne pouvait pas durer. Bon, maintenant, on va voir ce que va faire Eneo. Mais ce genre de méthode de gouvernance est tout simplement suspecte. Voilà, donc c'est ce qu'on peut découvrir dans la presse maintenant. Je veux dire, ce matin, plusieurs tabloïds sont revenus sur ce fait. Et même depuis hier, on voit bien comment le traitement est réservé justement à cette actualité. Alors, la nouvelle expression parle de crise anglophone avec un humanitaire qui a été assassiné après les 5 fonctionnaires enlevés le 7 juillet 2020 et dont on est toujours sans nouvelles. Le journal est quand même allé creuser et voir qu'il y a un employé de Médecins sans frontières qui a malheureusement été assassiné. Il a été assassiné après le kidnapping de 5 autres agents humanitaires. Et curieusement, ni international... 5 fonctionnaires. 5 fonctionnaires des ONG. C'est le fonctionnaire des ONG, non? Non, me semble-t-il. Ce sont des fonctionnaires de quoi, du Cameroun? Des fonctionnaires camerounais. Bon, mais... À Moyoka, oui. Ben, que ce soit des fonctionnaires camerounais, toujours est-il que voilà donc des gens qui travaillent dans l'humanitaire qui ont été enlevés et dont on n'a pas de nouvelles depuis quelques jours. Et, curieusement, ni International Crisis Group, ni Human Rights Watch, ni Amnesty International n'ont encore élevé la voix pour condamner cela et exprimer peut-être leur désolation. Mais vous voyez que chaque jour qui passe, on réalise facilement que le problème du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ce n'est pas seulement un problème de sécessionnistes. On se retrouve aujourd'hui face à des bandes armées qui s'allient et qui divorcent de temps en temps pour aller créer d'autres. Et c'est pour cela que même cette négociation dont on parle, cette éventuelle négociation, elle va se faire, mais elle va se faire avec des gens, des organisations qui vont sortir à gauche et à droite, qui vont dire que moi aussi je suis là, moi je suis là, et qu'il n'y aura pas un seul bloc homogène. Et on se retrouve donc dans une situation de guerre civile entretenue par plusieurs groupuscules, et rien de plus difficile. Cet humanitaire a été tué, ce n'est pas le premier, d'autres ont été enlevés, mais personne ne revendique. Mais on constate tout simplement que des gens sont kidnappés, des gens sont tués. Même ceux qui ont tué le maire de Kumba, c'est Kumba, de Manfé, il y a quelques jours, personne n'a revendiqué. Mais on se dit seulement, les sécessionnistes, on dit Non, moi je pense que cette guerre civile continue à faire trop de mal, à faire couler trop de sang, mais on ne comprend pas au bénéfice de qui. Et on ne comprend pas pourquoi. Et on ne comprend pas la négociation, si même négociation, il pourrait y avoir un jour, sera tellement difficile parce que ce n'est pas un groupe homogène qui est en train de commettre ce genre de crime. Mais c'est des gens sans visage qui agissent, qui disparaissent et après lesquels on court. Alors, j'allais dire, Donald Brice Kamgan, vous avez parcouru l'article de la Nouvelle Expression ce matin, et dans le même journal, on apprend d'ailleurs qu'il serait des mèches avec des sécessionnistes. Non, plutôt avec les forces de défense et de sécurité. Alors, il s'agit de Félix Mba, c'est son nom, il travaille pour Médecins sans frontières. Il a été kidnappé jeudi et c'est vendredi qu'on a retrouvé donc sa dépouille. C'est à Kumba, dans le département de la Mémé, dans le sud-ouest, zone également d'insécurité relative dans cette partie du pays. C'est un kidnapping qui rappelle que les groupes armés continuent d'opérer dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Pour ce cas-ci, on accuse le défunt d'être un complice des forces de défense et de sécurité. Il y a eu des fois où le gouvernement également accuse certains ONG, certains acteurs humanitaires d'être de mèche avec les groupes armés séparatistes. Vous vous rappelez de l'affaire Allegrosi, Hilaria Allegrosi s'entend. Donc en fonction des intérêts qui sont en jeu, les acteurs s'accusent mutuellement. Ça montre également la difficulté dans laquelle les acteurs humanitaires travaillent dans ces régions. C'est aussi l'occasion de rappeler que l'action humanitaire se veut essentiellement neutre. C'est-à-dire que si on est de Médecins sans frontières, on prend en charge à la fois des populations civiles, à la fois les forces de défense et de sécurité s'il y a nécessité, mais également des activistes, des combattants séparatistes, puisque l'action humanitaire vise à apporter l'assistance à l'homme tout court, quelle que soit son idéologie, quel que soit son bord politique. Et donc, s'attaquer à des humanitaires complètement absurdes.
Alors, c'est ce que le journal propose également ce matin. Vous aurez l'occasion de lire l'article en page 3 de la Nouvelle Expression. Il y a Émergence qui parle également du coronavirus au Cameroun. Le gouvernement dépassé par le relâchement des mesures barrières. Camille Nelly. Comment dépasser? Les Camerounais ont l'impression ont de plus en plus l'impression, la sensation que le coronavirus, c'est fini. Le coronavirus, c'est pour les autres. Le coronavirus, il y en a même qui estiment que c'est une maladie de blanc, et il y en a même qui disent que non, nous avons déjà nos écarts. Conséquence, les gens portent de moins en moins le cache-nez, les gens respectent de moins en moins les mesures barrières, et pendant ce temps, évidemment, les chiffres commencent à s'envoler allègrement. Mais par contre, les gens ne comprennent pas que cette pandémie, elle est vraiment réelle. Cette pandémie tue vraiment. Cette pandémie tue des dizaines de millions de personnes à l'étranger et même en Afrique. Cette pandémie est toujours en train de rôder et peut atteindre n'importe qui à n'importe quel moment. Et les gens n'ont qu'à voir le nombre de médecins même. Donc, ceux qui sont là pour traiter les personnes atteintes par l'autisme, le nombre de médecins qui meurent régulièrement. Les gens doivent le comprendre. Et s'ils ne le comprennent pas suffisamment, ils n'ont qu'à regarder aujourd'hui leur télévision, parce que tous les Camerounais aujourd'hui ont le satellite ou bien le câble. Ils verront que les matchs de football qui ont repris se passent dans des stades sans un seul spectateur. Cela devrait leur faire comprendre que là-bas, on a pris conscience qu'effectivement, cette pandémie fait des ravages. Mais au Cameroun, vous essayez d'aller voir dans les marchés, vous verrez de moins en moins des gens porter des cache-nez, aller dans les levées du corps, aller dans les anniversaires et les fêtes, aller dans les mariages. C'est comme si, brusquement, une bonne partie de la population, les populations, se disent que non, c'est passé. Alors que tous les jours, les messages et du ministère de la Santé et de certains responsables de charge de la santé disent aux gens, interpellent les gens, demandent aux gens de continuer à respecter les mesures barrières, à se laver les mains, à porter le cache-nez, à respecter la distanciation sociale et à tout faire pour que pour qu'ils n'aillent pas vers le virus ou que le virus ne vienne pas vers eux. Mais malheureusement, on sent qu'il y a effectivement un relâchement. Et ce relâchement fait qu'il faut absolument une nouvelle reprise en main de la communication dans ce sens. Très bien. Alors, donc, Émergence qui parle du gouvernement dépassé par le relâchement des mesures barrières. Et il y a un autre journal, c'est Repères, qui dit l'indignation même du Premier ministre. C'est la suite d'une rencontre. Oui, il y a eu une réunion d'évaluation du plan national de riposte en fin de semaine, c'était vendredi précisément, à l'immeuble Étoile. Et au cours effectivement de ces rencontres-là, Joseph Dion Bouté s'est dit surpris de l'inconscience qui habite un bon nombre de nos concitoyens. Il y a de l'inconscience, c'est un fait. Il y a même de l'indifférence d'un certain nombre, d'un pan important de nos citoyens quant au respect des mesures barrières. Les causes de cette inconscience-là sont variées. C'est d'abord en raison de la communication gouvernementale. La levée des mesures telle qu'elle a été opérée au mois de mai dernier, où on a dit ouverture des bars, assouplissement des mesures, retour aux normes initiales dans les transports notamment, ainsi de suite. Tout cela d'un seul coup, alors que l'épidémie était en pleine expansion, a donné l'impression à certains de nos compatriotes, en tout cas un bon nombre, le temps nous permet de le constater, un bon nombre de nos compatriotes, que la crise était derrière nous. Il y a cette communication qui a été mauvaise parce qu'on n'aurait pas dû lever d'un seul coup comme ça l'ensemble des mesures qui avaient été présentes, en tout cas la plupart d'entre elles, en dehors du port obligatoire du masque. Il y a cette communication qui fait problème. Il y a également et en ce moment, l'économie est en chute, hein, très dure, et les acteurs du secteur se sont levés, comme un seul homme, pour dire qu'il fallait revoir. Oui, l'économie est en chute, mais pour une bonne cause. Et à la fois, l'économie doit être en chute, ça c'est inévitable, mais il y a également des mesures qu'on devrait pouvoir prendre pour soutenir l'économie. Ce n'est pas sorcier. Nous ne sommes pas le seul pays au monde qui vit cette crise. C'est une crise qui est mondiale et qui nécessite des contraintes à pouvoir gérer. Ça, c'était la précision à faire. Je disais que les causes de cette inconscience, d'abord au niveau de la communication publique, mais également au niveau de ce qu'on peut appeler la cohérence de l'action publique. Vous avez des responsables haut placés de l'appareil d'État qui se laissent par des comportements qui rament à contre-courant exactement de ce qui est dit dans le discours public. Notre chef de l'État en premier s'est montré lors de plusieurs audiences en mars que le président de l'Assemblée nationale, le retour d'un voyage, s'est engouffré au palais des Verts de Waikele, alors même que le ministre venait à la fois de demander les tests systématiques, mais également
d'autres mesures restrictives auxquelles il n'a pas, il s'est cru obligé il n'a pas cru obligé de, alors, de donc se vous dites soumettre. que l'exemple vient d'en haut. Voilà, ce ne sont pas des excuses pour nos compatriotes qui ne respectent pas les mesures, mais la cohérence, lorsqu'on recherche la cohérence et l'efficacité dans l'action publique, ceux qui incarnent l'action publique, à savoir les dirigeants, doivent également se montrer des modèles, des exemples. C'est pour cela que le plus souvent, même en classe, les gens regardent souvent la note du chef de classe. Ce n'est pas pour rien que les gens se demandent toujours, le chef de classe a eu combien? C'est parce que les leaders sont ceux qui portent l'action publique. Mais Donald Président, vous ne pouvez pas accuser le chef de l'État de s'être présenté face à des invités sans masque. Vous savez très bien que s'il avait mis un masque, on allait toujours trouver le moyen de dire que ce n'est pas lui. Parce que c'est cette façon... C'est un autre débat qui mais c'est un débat qui est réel. Il est réel parce qu'il fallait bien qu'on voit que c'est lui. Parce que vous savez très bien tout le remue que l'on a entendu dans les réseaux sociaux et dans les journaux, selon lesquels il serait mort, il n'existerait plus, il serait un légume. Il fallait bien qu'on voit que c'est lui. Moi, je pense qu'il y avait au-delà de cette action diplomatique qui devait mener. Alors, vous estimez que le chef de l'État avec le masque, on ne saurait pas qui c'est lui? Non, il fallait d'abord qu'on voit que c'est lui. Dans sa démarche, la gestuelle, ne comprendrait pas que c'est lui? C'est extraordinairement simpliste comme explication. Non, c'est pas simpliste. C'est la réalité. Et puis qui vous a dit qu'après les photographies, il n'a pas remis son masque. Donc moi je pense que c'était aussi une stratégie pour tuer une certaine rumeur qui avait la peau dure, qui avait la peau dure dans l'opinion. Moi je pense que au-delà de tout ce que l'on peut dire, au-delà du caractère rumeur portée par un parti que vous dites inexistant. Pardon? Il faut noter bien la contradiction. Si cette formation politique... Je ne parle d'aucune formation politique. Je parle de ce qui se dit dans les réseaux sociaux. Non, il y a également un élément Flavien. Pourquoi vous voulez m'entraîner là où vous militez? Il y a également un élément Flavien sur la question de l'accessibilité. J'allais oublier ce troisième élément qui est important. C'est bien de demander aux gens de porter les masques. C'est encore mieux de leur mettre les masques à disposition. Nous sommes quand même dans un pays où un bon nombre de citoyens sont incapables de manger 3 fois par jour. Et donc, vous savez que le masque est en cours, ça ne se distribue pas. Au Cameroun, il n'y a pas de campagne nationale de distribution des masques. Comment vous dites qu'il n'y a pas de distribution dans un pays? Comment vous dites cela? Mais vous vivez dans cette ville? Donc, vous ne pouvez pas dire dans ce pays. Camille. Toute cette distribution que l'on voit partout à travers le pays, c'est pas même la distribution de votre pays partout que vous dites qu'il n'existe pas. La pandémie est en cours, Flavien, et pour l'instant, même les médecins n'ont pas encore un horizon clair sur la chute des contaminations. Et donc, les citoyens ont constamment besoin des masques, les citoyens ont constamment besoin des kits de protection. Il y a eu des distributions, certes, dans les municipalités, avec ce fameux don relativement peu satisfaisant, puisqu'aujourd'hui, bon nombre de citoyens, s'ils ne portent pas les masques, ce n'est pas toujours parce qu'ils ne veulent pas le porter, c'est aussi parce que, pour certains, au plan financier, cela a un coût. Et donc, on aurait pu démocratiser l'accès aux masques en favorisant justement les entreprises qui produisent dans le secteur. Dans un pays voisin comme le Tchad, les masques ont été démocratisés avec un coût de 200 francs par masque. Je rappelle qu'une entreprise publique de notoriété produit les masques et les vend à 1300. Il y a aussi certains citoyens qui refusent délibérément de porter le masque. Ça, c'est pensant que la maladie, le virus était parti. Je dis, il y a... on a expliqué cela, c'est la communication publique qui donne l'impression que la maladie est partie. La prise de conscience commence également par la façon dont nos dirigeants communiquent. Et le plus souvent, les ministres qui sont écoutés ne donnent pas l'impression que la maladie est encore présente. Nous n'allons pas nous noyer dans ce débat, mais ce que je peux dire, je peux conclure en disant que les Camerounais, quand Donald Brice parle de prix du masque qui est cher, vous savez très bien que dans la rue aujourd'hui, les Camerounais débrouillards comme ils ont réussi à démocratiser effectivement la vente des masques. Merci de dire qu'ils sont débrouillards. On achète, même, écoutez, c'est conjoncturel. On achète des masques à 200 francs, à 300 francs, sans que ce soit l'État qui les vende. Et les Camerounais les vendent et les Camerounais les portent. Donc, n'allez pas tout mettre sur le dos de l'État en estimant que l'État ne distribue pas le masque, ou bien l'État fabrique des masques hors de portée. Non, ce n'est pas à ce niveau que se trouve aujourd'hui le débat. Je rappelle que toutes les autres activités de l'État sont en arrêt et que la priorité c'est le Covid-19. Il n'y a donc pas de
priorité au-dessus de celle de la pandémie de coronavirus. Et c'est le max dont il lui était efficace et plus rationnel de concentrer toutes les énergies, comme c'est le cas, sur la pandémie et en mettant à la disposition des citoyens qui ne demandent que cela. Il n'y a pas une autre, il n'y a pas un secteur au-dessus. Et ce n'est pas le cas selon vous. Oui, laissons le soin au lecteur d'aller lire quel est le traitement, en tout cas le traitement que la presse a réservé à ce sujet. Émergence qui parle notamment du gouvernement dépassé par le relâchement des mesures barrières, et en même temps le journal Repère aussi qui parle du non-respect des mesures barrières, l'indignation du Premier ministre. Alors le Messager de ce matin parle de l'alliance RDPC-UNDP, marché de dupes depuis 23 ans. Ah, j'ai bien aimé le titre. C'est un véritable marché de dupes. Vous savez, en 1992, quand l'UNDP a été créé en 1991, et en 1992, lors des premières élections législatives, l'UNDP s'est retrouvé avec 45 députés. 45 députés sur 180, vous imaginez. Et l'UNDP... 68 ou quoi? Non, 68, pardon. 68 députés. Et parce qu'il était en fait présent dans les 45 circonscriptions sur 49. Alors, vous imaginez entre 1992 et aujourd'hui, où l'UNDP se retrouve avec 7 députés uniquement, et alors qu'il est partenaire du RDPC, alors qu'il est allié du RDPC, avec un seul ministre d'État, bon, quelques postes de directeur adjoint ou de directeur dans quelques petites entreprises. Moi, je pense que les gens même du RDPC ont déjà constaté depuis très très longtemps effectivement ce Mais marché. qu'est-ce qui avait été dit dès le départ? Il faut partir de là pour savoir si c'est un marché de dupes ou pas. Non, quand on dit marché de dupes, ça veut dire que vous êtes des alliés. Vous marchez la main dans la main. Vous regardez dans la même direction. Vous essayez de faire les choses de telle manière que personne ne marche sur les plates-bandes de l'autre. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, tout a été fait pour que même l'UNDP ne puisse pas avoir ne puisse même pas avoir 10 députés. Et lors du dernier congrès de l'UNDP qui s'est tenu, je crois, en 2008, beaucoup de militants avaient effectivement fustigé cette duplicité du RDPC. 2018, vous avez voulu dire? Oui, 2018. Le dernier congrès du RDP, c'était en 2018, au Palais des Congrès. Il y a beaucoup de militants du RDPC qui avaient effectivement fustigé cette attitude assez mollasse de l'UNDP vis-à-vis de l'allié RDPC qui rafle tout et qui ne lui offre pas de facilités. Donc aujourd'hui, quand le Messager fait le décompte de cette alliance qui dure depuis 23 ans, oui. 23 ans, et ce n'est pas à l'avantage de l'UNDP. Le Messager le constate, mais en fait, les militants et même les hiérarques de ce parti le constatent depuis très très longtemps. Alors, 23 ans quand même, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que ce ne soit pas dénoncé? C'est pas à vous que je pose la question. De toute façon, on peut comprendre à partir du titre proposé par le journal, marché de dupes depuis 23 ans, mais on est toujours en alliance. Oui, il y a un accord qui lie l'UNDP et le RDPC depuis, je crois, 1997. Cette alliance-là, elle a fait son temps. Peut-être que les bases de cette alliance ne sont plus d'actualité. Mais ce qu'on peut constater sans conteste, c'est que au fil du temps, la base politique de l'UNDP s'est effritée. On a vu que pendant plusieurs conventions, les militants de base notamment ont réclamé au président national de faire l'état des lieux de cette alliance qui lie la formation politique au parti au pouvoir. Plusieurs cadres du parti, notamment du bureau politique, on a souvent entendu plusieurs leaders, Madadi entre autres, Sedoudi, que la formation politique ne bénéficiait pas assez de cette alliance-là et qu'il fallait faire l'état des lieux et passer peut-être à autre chose. L'UNDP a pensé qu'il suffisait d'avoir un poste au gouvernement et quelques responsabilités dans les entreprises publiques pour exister. Sauf que, à l'épreuve des faits, cela ne suffit pas. Vous avez un effritement de sa base militante qui va se renforcer avec l'entrée en scène de nouvelles formations politiques qui sont en train d'opérer une montée fulgurante dans sa base, le Grand Nord. Je pense notamment au Front pour le Salut national du Cameroun de Issa Choma Bakary qui a, comme vous le savez, pendant les dernières élections couplées, obtenu des sièges de députés et de maires dans des zones qui étaient par le passé acquises à l'UNDP. Très bien. Alors, c'est ce qu'on peut lire dans le journal, le Messager de ce matin. Alliance RDPC-UNDP, marché de dupes depuis 23 ans. C'est ce que dit le journal. Vous aurez donc l'occasion de parcourir le tabloïd en question. Il y a Cameroun Tribune de ce matin qui est revenu sur un fait, parlant notamment des dérives dans les médias et sur les réseaux sociaux. Le gouvernement dit stop.
Alors, le ministre de la Communication, René-Emmanuel Sadi, et Libom Liliken des postes de télécommunications étaient hier face à la presse. On y retient pour l'essentiel que le gouvernement est très irrité par le traitement médiatique de la crise anglophone. René-Emmanuel Sadi demande de la prudence, ce sont ces mots, demande du discernement, demande de la vigilance aux médias, médias pris dans sa globalité, c'est-à-dire à la fois les médias classiques et la presse cybernétique, et notamment les réseaux sociaux sur lesquels les deux membres du gouvernement se sont longuement exprimés. Ils estiment que, les deux membres du gouvernement estiment que les médias et les réseaux sociaux notamment dénoncent un peu tout, critiquent un peu trop la gestion de la crise anglophone, mais également la gestion de la pandémie du coronavirus. Le ministre des Postes, quant à elle, a développé le plan national de lutte contre la cybercriminalité, les dispositifs institutionnels et pénaux qui sont en œuvre pour mettre fin à ces dérives qu'on observe. Mais je note également que le gouvernement choisit une fois de plus de se rattraper en refusant de s'inscrire dans le temps justement qui est aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. On ne voit pas très bien comment le gouvernement structure sa communication cybernétique. Alors, les deux membres du gouvernement, celui de la communication et celle des postes et télécommunications, ensemble pour contrecarrer toutes les actions ou toutes les dérives observées à travers les médias dans la globalité, comme disait Donald Trump. On ne peut pas classer les médias dans la globalité. Quand on parle des réseaux sociaux, vous avez affaire généralement à des électrons libres. Quelqu'un sur son clavier, il écrit, il balance. Vous allez le contrôler comment? Vous allez contrôler son éthique comment? Vous allez contrôler même sa façon de penser comment? Alors s'il y en a 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 qui inondent justement ces réseaux sociaux, vous allez faire comment? Vous allez les bloquer? Moi je pense que le ministre de la Communication et le ministre des Postes ont enfoncé une porte ouverte. Ils ont fait un constat qui est réel. Il y a une réelle dérive, aussi bien dans les réseaux sociaux, mais celle-là, elle est difficilement contrôlable, que dans les journaux. Dans les journaux de la presse écrite et même dans les télévisions, où on assiste à des montées d'irrédentisme extraordinaires et à des prises de position qui ne militent pas beaucoup pour l'apaisement ou la compréhension de ce qui se passe au Cameroun. Donc, je veux bien croire que le ministre de la Communication, qui vient d'allouer une petite aide à la presse, d'ailleurs qui n'a même pas profité à beaucoup de journaux, qui n'a pas profité aux journaux même les plus importants de ce pays. Quand je vois que des journaux comme Le Messager ou La Nouvelle Expression n'ont rien eu du tout, alors qu'il y a des journaux dont on n'a jamais entendu parler, qui ont obtenu 3 500 000, encore que 3 500 000 pour la vie d'un journal, c'est absolument dérisoire. Et on a vu aujourd'hui que parmi ces journaux qui ont bénéficié de cette aide à la presse, il n'y en a pas beaucoup qui sont connus ou qui possèdent même un siège. Mais ça, c'est un autre débat. Cependant, aujourd'hui, cette préoccupation du ministre, c'est une préoccupation bien molle. Je pense qu'il devrait fonctionner autrement, il devrait réfléchir autrement pour essayer d'abord de moraliser et peut-être d'amener les professionnels de la presse écrite ou télévisuelle existants, avec des récépissés, avec du rayon pignon sur eux, à mieux faire leur travail pour que, effectivement, l'information n'aille pas dans tous les sens. Mais bon, maintenant, quant aux réseaux sociaux, il faudrait bien qu'ils cherchent un moyen, le moyen idoine pour les contrôler. Mais est-ce possible? Donc, je pense que cette conférence de presse conjointe des deux ministres, bon, elle a peut-être eu le mérite de s'être tenue, mais je ne sais pas si elle aboutit à des conclusions assez valables. Oui, alors, il faut que le gouvernement apprenne à faire la communication offensive. Le gouvernement dénonce sur la gestion, les critiques qui sont formulées dans les médias sur la gestion de la crise du coronavirus, sur la crise anglophone. Sur la crise anglophone, je note que le ministre Sadi a fait récemment un communiqué disant que les négociations évoquées sur la toile n'étaient pas conformes à la réalité. Laquelle réalité? Il ne nous a jamais dit de quoi il s'agit. Sur la crise du coronavirus, une session parlementaire vient de s'achever. Le ministre de la Santé publique ou des Finances aurait pu faire le point de façon transparente devant les députés pour qu'on observe plus ces critiques, ces réserves qui sont émises sur la gestion de cette pandémie. Merci. La suite, c'est en kiosque, chers messieurs et chers mesdames, également, pour cette édition de la Revue des Grandes Lunes. Demain, mercredi, ce sera donc la 3e de la semaine. Il sera 9h20. Bonne journée à tous. Au revoir.